Europe 1. Voilà. Europe 1, 11h, 13h. Monsieur Lafitte, Pascal Pro. Première cloche. Monsieur Lafitte cherchait le bouton. Mais bon. Ouais, il fallait que j'enlève tous mes sandwichs. Là, il y a plein de sandwichs aussi. Vendredi, il est fatigué, lundi, il n'est pas réveillé. Mais mardi, mercredi, jeudi, ça va. Bonjour Géraldine Amont. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Thanks God it's Friday. Of course. Nous avons vécu une semaine américaine, nous avons pris le pli. Oui. Bonjour Monsieur Tessier. Bonjour à tous. Bonjour donc à Fabrice Lafitte. Présent. Bonjour à Olivier Guénec, dit Monsieur Boubou, qui s'occupe Bonjour, de la monsieur. page Facebook. Combien d'abonnés? Alors là, on est quasiment à 38 000. C'est un record, mesdames et messieurs. Guinness Book des records. 38 000, j'ai l'impression que ça bouge pas depuis, Non, ça depuis bouge un plus. an. Mais bon, Non, j'ai l'impression qu'il a le même nombre d'abonnés. Il peut dire 38 000, de toute façon, il s'en occupe plus. Donc, il la regarde vaguement. Non, mais ne Bon. dites pas ça. Non, arrêtez. Et puis Alexandre Marc qui cette semaine a marqué l'opinion française par une imitation quasiment parfaite de François Hollande. Bonjour Monsieur Omar. Oui, bonjour Monsieur Pro, bonjour Géraldine, bonjour à votre équipe. Bon, que ceux qui nous écoutent pour la première fois, qui sont en vacances, qui partent en week-end, C'est ne pire soient en pas pire. surpris. Monsieur Omar s'occupe de la programmation, mais il a inventé un genre qui est pas mal d'ailleurs, c'est de faire la plus mauvaise imitation possible. Et je pense qu'il On peut le tient un produire, fil. hein, Mais moi sur je scène, pense on que peut le produire. toutes ces imitations sont mauvaises, mais ça fait rire Tout à d'une fait. certaine manière parce que c'est très loin de l'original. réalité, oui. Mais on reconnaît quand même quelque chose. Donc je pense qu'il y a un concept là-dedans. On va le produire. Il est 11h05, un peu de légèreté parce que l'actualité elle est rude et on en parle dans une seconde. Pascal Pro et vous sur Europe 1. Des supporters israéliens ont été violemment agressés après le match de football en Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Et Israël dénonce des violences effroyables contre des supporters et envoie 2 avions de secours. Ce matin, un ami français, juif, m'a dit « La chasse est ouverte ». La chasse est ouverte. Et ça se passe dans une ville particulière qui est Amsterdam. Et on est avec Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, vous le savez. Bonjour. Bonjour. Et merci. C'est l'effroi. Pourquoi c'est l'effroi? Parce que, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'un pogrom, disons les mots, a lieu en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il. Oui, c'est la première fois qu'on a ces images de gens pourchassés par dizaines, par centaines sans doute, jusque dans les couloirs de leurs hôtels, qu'on a forcé à dire Free Palestine ou qu'on a forcé à dire je ne suis pas juif. Parce que ce qui s'est joué hier soir, c'est pas un sujet de violence de football. C'est pas même un sujet de violence contre Israël. C'est bien l'antisémitisme crasse, sordide, qui s'est exprimé avec violence. Et il faut que l'Europe comprenne que c'est un défi à lancer à toutes nos sociétés européennes. Soit on est capable de contenir ce qui s'est passé hier, soit ça nous débordera tous. Mais monsieur Arfi, là, il est 11h07, j'ai pas vu de réaction officielle française pour le moment. Je crois pas que Emmanuel Macron a tweeté, sauf erreur de ma part. Laurent Tessier, je n'ai pas vu le Premier ministre prendre la parole, je n'ai pas vu le ministre de l'Intérieur, pourtant monsieur Retailleau, alors c'est vrai qu'il est à Marseille aujourd'hui, il me semble, hein, je le dis bien, sauf erreur de ma part. Alors Bruno Retailleau a réagi en expliquant, et je crois que sur ce point il a raison, qu'il ne faut surtout pas céder aux antisémites, céder aux haineux. Le match de foot de la semaine prochaine, parce que nous avons en France une question très actuelle qui est comment nous gérons le match France-Israël qui va avoir lieu le 14 novembre. Le ministre de l'Intérieur tient à dire que ce match doit se tenir, et c'est ma ligne aussi. Si nous offrons l'annulation de ce match ou un stade vide aux antisémites en victoire, alors nous aurons tout perdu. Et nous avons besoin, comme nous avons organisé les Jeux Olympiques avec la délégation israélienne, malgré les menaces sécuritaires, nous avons besoin de tenir ce match, de mettre les moyens de sécurité nécessaires, d'arrêter les fauteurs de troubles parce qu'il y en aura et d'être extrêmement sévères pour que, au fond, nous sauvions peut-être l'honneur de la République dans cette séquence. Alors, monsieur Retailleau, qu'a-t-il dit précisément? Il a dit certains demandent la délocalisation du match France-Israël. Je ne l'accepte pas, la France ne recule pas, car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l'antisémitisme. À ma demande, le préfet de police prend les dispositions de sécurité nécessaires pour que ce match ait lieu au Stade de France comme habituellement. Alors, c'est vrai que c'est une réaction très précise, très claire, mais je maintiens que à 11h08, personne n'a réagi sur ce qui s'est passé en Europe hier. Le Premier ministre néerlandais dénonce des attaques antisémites contre des Israéliens à Amsterdam. Benjamin Netanyahou parle d'une attaque antisémite préméditée. La police a dû protéger et escorter des Israéliens jusqu'à leur hôtel. Il y a 5 personnes qui sont hospitalisées. Il y a 62 arrestations. C'est vrai qu'il y a le match qui arrive jeudi soir entre France et Israël. Il y a la réaction de l'animateur Arthur sur Instagram. Des centaines d'antisémites descendent dans les rues pour chasser du juif.
continuez à faire les naïfs devant les tifos immondes. Hier à Amsterdam, à Caen, à Paris, écrit-il, ouvrez les yeux, cette fois vous ne pourrez pas dire on ne savait pas, et ce silence qui me dégoûte et me révolte chaque jour un peu plus. Marine Le Pen a réagi, la haine des Juifs se répond comme une traînée de poudre dans plusieurs pays européens, portée par la rhétorique incendiaire de l'extrême gauche gangrénée par l'idéologie islamiste, mais aussi par les discours irresponsables de certains dirigeants politiques condamnés de tels actes révoltants ne suffit plus. Il faut maintenant se montrer implacable face à ce déchaînement de violences antisémites qui souille et déshonore l'Europe. Mais ce matin, Manuel Bompard de la France Insoumise, il n'était pas exactement sur la ligne du Rassemblement National. Je vous propose de l'écouter. Je ne connais pas exactement l'ampleur de ce qu'il s'est passé. Il est évident que s'il y a eu des agressions ou des enlèvements, ils sont inacceptables. Ça me paraît être une évidence de le dire, bien évidemment. De la même manière que j'ai vu aussi circuler des images. S'il y a eu des provocations racistes, s'il y a eu des arrachages de drapeaux, ou s'il y a eu, j'ai vu des images, une minute de silence pour les victimes en inondation en Espagne. Vous cherchez à minimiser ce qui s'est passé. Les images, on les voit, les supporters israéliens. Monsieur. Ce qui est tout à fait étonnant, ou qui ne l'est plus d'ailleurs, monsieur Arfi, c'est que Jordan Bardella, je suis en train de lire également ce qu'il dit, les scènes de véritable chasse aux Juifs dans les rues d'Amsterdam hier soir en marge d'un match de football font honte à l'Europe. Donc Marine Le Pen, Jordan Bardella sont clairs. Pour le moins, la France Insoumise ne l'est pas. Et vous avez, parce que historiquement c'est ainsi, le CRIF a un souci avec le Rassemblement National, plus exactement avec le Front National de Jean-Marie Le Pen, bien sûr, et vous hésitez vous-même à souligner que le Rassemblement National dit au fond les mêmes choses que ce que vous dites vous. D'abord, je prends note de toutes les réactions politiques, effectivement, y compris de celles que vous citez du Rassemblement National, et je prends note surtout, permettez-moi de le souligner, de ce que vient de dire Manuel Bompard. Parce que plus que de parler de ceux qui, je l'espère, massivement dénonceront ce qui s'est passé à Amsterdam, je voudrais qu'on ait tous, à un moment donné, un moment pour regarder l'inconscience des déclarations de l'extrême gauche française, qui au fond trouve toujours sur la question de l'antisémitisme une forme de justification, une forme de bonne raison, un oui mais, parce que ce qu'on a entendu de Manuel Bompard, c'est un oui mais. Et il y a besoin de clarté pour dénoncer ces dérives de l'extrême gauche. L'antisémitisme est malheureusement pour eux une variable d'ajustement, autrement dit, que leurs propos déclenchent de l'antisémitisme, ils s'en foutent, ça leur convient, tant qu'ils peuvent avoir leur démarche clientéliste et communautariste. Donc soyons clairs sur l'ensemble de l'analyse du paysage politique. On marque une pause, il est 11h12, on est avec monsieur Arfi, le président du CRIF. Vous pouvez intervenir, bien évidemment, à tout de suite. Et vous pouvez réagir avec Pascal Praud, 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1. Europe 1. Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Vous le savez, des supporters israéliens ont été très violemment agressés après le match de football en Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Et nous sommes avec Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. On va parler de France-Israël jeudi. Et vous disiez, évidemment, il faut que le match ait lieu. Manuel Bompard, d'ailleurs, on peut l'écouter de nouveau de la France Insoumise. Il est un invité de Romain Desarbres. Que disait-il sur ce match ? Si ce match est confirmé et maintenu, ce que je ne souhaite pas, moi j'ai déjà dit qu'il me semblait... Pourquoi vous appelez au boycott du match ? Non, pour la raison simple, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui l'armée israélienne commet à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, des actes qui sont des violations inacceptables du droit international, et qu'il me semble que le football, le sport de manière générale, doit véhiculer des valeurs, des principes, qui sont des principes de respect des droits humains. Israël aujourd'hui est un pays agresseur. Enfin, excusez-moi, Israël est un pays qui se défend. Non, ça c'est votre conception des choses. Mais on ne se défend pas en massacrant des dizaines de milliers de personnes, comme c'est le cas à Gaza. On voit bien la difficulté aujourd'hui de pouvoir trouver un terrain d'entente avec ce que dit monsieur Bompard de la France Insoumise. Non, mais il n'y a pas de terrain d'entente possible avec la France Insoumise, et a fortiori pas sur ces sujets. Leur stratégie, c'est de toute façon l'outrance. Et la provocation. Donc évidemment qu'ils demandent l'annulation de match, ils l'ont demandé avant même évidemment les incidents d'hier soir et en Amsterdam, et leur logique c'est d'installer partout le boycott d'Israël. Voilà ce qu'ils veulent, très clairement. Il faut là-dessus être ferme, ne jamais céder la moindre chose à LFI, parce que nous savons leur fonctionnement. Ils capitalisent sur ces petites victoires que nous leur concéderions pour densifier leur noyau dur dans les quartiers populaires,
tour de population issue de l'immigration d'Afrique du Nord notamment, mais pas seulement, parce que c'est leur stratégie communautariste et clientéliste. Il ne fait que ça en disant ce qu'il dit ce matin, Manuel Bompard. Et vous verrez peut-être sur les réseaux sociaux un échange entre David Lisnard, le maire de Cannes, qui a écrit ce qu'on a vu cette nuit à Amsterdam, ville d'Anne Frank, est un pogrom. Des antisémites y ont traqué des juifs, hommes et femmes, dans les rues. Même réflexe de l'extrême gauche, inversion victimaire, justification. Ils baisseront les yeux demain contre toute forme de racisme. Et Raphaël Arnaud, qui est député de la France Insoumise, lui a répondu: quand on suit un peu le foot, les supporters du Maccabi Tel Aviv sont réputés pour abriter les plus grosses franges d'hooligans d'extrême droite, racistes et violents. C'est un peu la version israélienne de la Lazio de Rome. Hier à Amsterdam, ils ne sont pas venus cueillir des jonquilles. On voit bien la position politique de monsieur Arnaud. Alors, il y a dans l'actualité France-Israël, on en a parlé, il y a ce qui s'est passé hier soir, et puis il y a le tifo. Le tifo du Parc des Princes, Free Palestine. Écoutez ce que disait Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était invité de CNews ce matin. Il réagissait notamment sur la position de l'UEFA que je vous donnais hier. L'UEFA qui ne condamne pas ce tifo. Tout de suite, l'UEFA, avec un mélange de lâcheté et de duplicité, a expliqué que ça n'était pas un message politique contre l'évidence. Tout ça est extrêmement inquiétant pour la suite de l'implication des équipes israéliennes dans les compétitions de foot et de basket, parce qu'en Euroleague, le Maccabi Tel Aviv va venir à Paris en janvier. Donc, ce sont des sujets majeurs d'inquiétude, mais qui s'insèrent dans des sujets beaucoup plus larges que l'on connaît depuis longtemps. Je précise d'ailleurs qu'hier soir, il y a eu un match France-Israël à Caen, match de basket. Féminin, sans aucun incident, match de basket, vous avez raison, féminin. Bon, ce tifo, Monsieur Retailleau va recevoir, c'est pas Monsieur Retailleau d'ailleurs, c'est Othman Nasrou, puisque Monsieur Retailleau est à Marseille, qui va recevoir le président de la Fédération française de football, qui pour le coup n'est pas responsable de ce qui s'est passé au Parc des Princes, mais qui donnera sans doute des directives pour le championnat amateur, à ce qu'il n'y ait aucune banderole qui entre dans les stades du championnat amateur, parce qu'autrement c'est la Ligue nationale qui gère les matchs de football, et puis les représentants du Paris Saint-Germain. Et on n'imagine pas que les représentants du Paris Saint-Germain ne puissent pas être au courant d'un tifo qui fait toute la tribune de Auteuil, qui est toujours la tribune sur la gauche du Parc des Princes. C'est toute la question, et effectivement, je pense que le Paris Saint-Germain doit des comptes, il doit expliquer ce qui s'est passé, et il doit sanctionner, parce que je ne peux pas me contenter du communiqué qui a été fait le soir du match, disant le Paris Saint-Germain n'est pas au courant. Ça n'est pas possible, un tifo de cette taille-là, il est forcément préparé, introduit, financé, avec l'autorisation d'un certain nombre de personnes. Il faut que ces personnes-là soient sanctionnées. C'est inacceptable, sinon ce qui va se passer, c'est très simple. On va avoir toutes les semaines, dans tous les stades de France, l'intrusion de revendications politiques et outrancières. C'est une autorisation donnée à la provocation partout en France. Alors une fois qu'on a dit ça, les sanctions, c'est quoi ? Il y en a deux types de sanctions. Il y a soit vous décidez de dissoudre ce club des supporters ultras qu'on appelle le CUP, CUP, et ce sont les ultras parisiens, donc ça c'est une possibilité. Soit vous fermez la tribune Auteuil pendant un match, 2 matchs, 10 matchs, je n'en sais rien. En tout cas, une sanction qui soit suffisamment dissuasive. Oui, il faut des sanctions dissuasives, parce que si on est sur du symbolique, ça n'aura aucun effet. On sait le public auquel on a à faire face. On connaît la sociologie du supporter de foot et du supporter du foot parisien. Il y a besoin d'un message fort. Elle est multiple. Elle est multiple, oui, non, voilà. Bien sûr. Non, mais je connais je sais que j'ai affaire à un spécialiste, donc au Parc des Princes, je suis prudent. Bon. Mais plus sérieusement, il y a besoin de mettre un terme immédiatement à l'intrusion du politique et de ce genre de revendications et de provocations, parce que c'est de la provocation. Je veux aussi dénoncer ici l'attitude de l'UEFA. Jamais l'UEFA ne s'est prononcé aussi rapidement sur un dossier. Jamais en 2 heures, ils ont été capables de dire avec certitude qu'il n'y avait aucune provocation. À votre avis, pourquoi ? Écoutez, je m'interroge. Est-ce que c'est l'actionnariat du Paris Saint-Germain qui fait que l'UEFA anticipe, a peur de perdre telle ou telle chose ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments sur ce qui s'est passé à l'intérieur de l'UEFA. Simplement, je pense que leur position dessert le football européen et dessert nos démocraties européennes, parce que le foot, ça a une fonction extrêmement importante dans nos sociétés modernes. C'est un peu le lieu de partage, d'unité, de sociétés qui sont très fracturées par ailleurs. Si on gâche ça, alors on gâche beaucoup de choses avec. Alors, le président de l'UEFA, c'est M. Sefrin, et effectivement, le Qatar, qui est l'actionnaire numéro 1 du Paris Saint-Germain,
pèse lourd forcément dans le football européen. D'abord, il a pesé lourd dans le football mondial. Je rappelle qu'il a organisé la dernière Coupe du Monde. Donc c'est un interlocuteur particulier. Là où vous dites quelque chose de juste et qui nous a surpris également hier, c'est la rapidité de la réponse. Et Laurent Tessier, d'ailleurs, on pourrait retrouver la dépêche qu'on a lue hier avec les articles de l'UEFA. Et manifestement, cette banderole contredit même les textes de l'UEFA. Parce qu'il y a un message politique. Par exemple, dans ce tifo, on ne voit pas le pays d'Israël représenté. Il n'existe pas dans ce tifo. Oui, il y a de la provocation parce que la carte montrée est une carte où l'État d'Israël n'existe plus. Je rappelle qu'Israël est membre de l'UEFA. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation internationale qui accepte qu'un État membre de sa propre organisation soit effacé d'une carte et qu'on ne considère pas ça comme une provocation? Il y a aussi je mets des guillemets, un combattant en treillis avec un kéfier qui renvoie plus à l'image d'un terroriste que d'un civil. Et ça ne serait pas une provocation. C'est vraiment pas acceptable de la part de l'UEFA. Il y a besoin, là aussi, de comprendre ce qui s'est passé, parce que ça met en danger nos équilibres, y compris en France. Je relis effectivement la déclaration d'hier. Il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis, a précisé hier le porte-parole de l'UEFA. L'article 16.4 du règlement disciplinaire de l'instance européenne permet de sanctionner tout message provocateur inadapté à un événement sportif, notamment tout message provocateur de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante. Il me semble que ce tifo entre dans le cadre de cet article 16. On va marquer une pause. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas des grands connaisseurs du football, il doit y en avoir qui nous écoutent, ils sont peut-être même étonnés que Israël soit affilié à l'UEFA. Israël n'est pas en Europe. Mais c'est vrai que... mais pourquoi Israël est affilié? Est-ce que vous savez pourquoi? Mais parce que c'est une... comment dire? C'est une histoire. Parce qu'Israël a été interdit de jouer avec sa région parce que les pays environnants refusaient que le sport israélien soit affilié aux fédérations régionales et que Israël a dû trouver refuge, entre guillemets, auprès de l'UEFA pour les compétitions sportives. Exactement. Voilà la réalité. Et c'est un signe politique très fort qu'avait donné l'UEFA en son temps à Israël. Alors, on marque une pause. Monsieur Arfi est avec nous. Monsieur Guénec, vous vouliez me dire que Nadine nous attend, c'est cela? Tout à fait, chef, tout à fait. Chef, c'est en l'occurrence, c'est vous le chef. C'est vous qui pilotez. Ça fait à peu près 30 minutes que j'essaie de vous glisser cette information. Je lui ai dit en plus, il m'a pas entendu. Monsieur Arfi est là. Je suis bavard. Intéressant. Non, parce que vous allez pouvoir échanger avec Nadine. Nous sommes vendredi 8 novembre, c'est l'anniversaire d'Alain Delon. Aujourd'hui et ce soir, il y aura un concert. Vous y serez ? Je pense que je passerai. Ah. Je suis premier violon. Il y a un concert des musiques de films. Exactement, en partenariat avec Europe 1. Oui. À tout de suite. Avec Pascal Pro, vous réagissez comme Nadine, que nous aurons dans un instant en ligne. 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro sur Europe 1. On va être avec Nadine dans un instant. Un mot sur le fonctionnement du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il y a des CRIF dans toute la France, dans toutes les régions de France ? Oui, il y a des CRIF régionaux un peu partout en France, une quinzaine. Il y a au sein de l'Assemblée Générale du CRIF à peu près 80 organisations différentes qui sont représentées. Donc on est une fédération d'associations avec la responsabilité de porter la voix des Juifs de France dans le débat public, auprès des médias et dans la société civile. Et vous avez des endroits de France aujourd'hui où les Juifs sont plus menacés que dans d'autres endroits ? Malheureusement, l'antisémitisme aujourd'hui est présent à beaucoup d'endroits dans notre pays. Il y a des villes où ça se passe mieux, des villes où ça se passe moins bien. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les grandes villes françaises sont confrontées à ce phénomène. Parce que, on le sait, l'antisémitisme aujourd'hui se nourrit de la haine d'Israël, de l'islamisme, du complotisme, et qu'on retrouve ça surreprésenté dans les populations jeunes, urbaines, et pour partie issues de l'immigration. On rappelle qu'il y a 500 000, 600 000 Français juifs en France ? Oui, un petit % de la population française, même si les limites ne sont pas évidemment très claires de cette population juive, et tant mieux, c'est le fruit d'une longue histoire des Juifs en France. Il y a des Juifs en France depuis près de 2000 ans. Donc, au fond, les Juifs sont une part de l'histoire de ce pays. Et cette histoire également, elle a son prolongement parfois à la synagogue ou pas. Est-ce qu'on sait la part de Français juifs qui, chaque semaine, sont à la synagogue ?
c'est difficile d'évaluer précisément les choses. On parle de plusieurs dizaines de milliers de juifs qui sont toutes les semaines à la synagogue, mais pour les grandes fêtes, on est plutôt en centaines de milliers qui fréquentent, notamment Yom Kippour, qui est la fête la plus importante du calendrier juif, qui a eu lieu là en octobre. Et la synagogue est un des éléments de la vie juive, c'est pas le seul. Le judaïsme, c'est une religion particulière parce que la foi est pas l'élément le plus important, le plus central. Donc il y a effectivement la pratique donc autour de la synagogue, mais il y a aussi d'autres dimensions de l'identité juive, la mémoire, la culture, l'attachement à Israël aussi maintenant qui est une composante importante. Mais on a l'impression que les Français juifs sont plus attachés à la religion que les Français catholiques, par exemple. J'ai ce sentiment aujourd'hui qu'ils ont pris parfois un peu de distance, les catholiques, avec l'Église. Il y a un catholicisme culturel, mais c'est vrai que les églises, aujourd'hui, même si elles sont remplies, il n'empêche qu'il y a plus 5 ou 10%. Je crois qu'on est à moins de 5%. Je crois que c'est 5% des Français qui vont à la messe chaque dimanche. Et j'ai le sentiment, à travers les conversations que j'ai souvent avec mes amis français juifs, que le sentiment religieux est plus fort. C'est difficile à évaluer parce qu'on n'est pas capable d'interroger ces 600 000 ou plus juifs de France, que beaucoup de gens ne se définissent pas comme juifs, même s'ils le sont de par leur ascendance. Et donc on ne les compte pas, entre guillemets, dans ceux qui fréquenteraient ou ne fréquenteraient pas la synagogue. Il y a un attachement à la tradition, parce que, au fond, pour les juifs, la question qui se pose à chaque génération, c'est comment on transmet cette identité juive. Comment on fait que la génération suivante, tout en étant pleinement intégrée dans la société française, continue à se sentir juive. Donc c'est toujours une ligne de crête entre le particularisme et l'universalisme. Mais ce soir, c'est Shabbat, parce que nous sommes vendredi. Sur les 600 000 Français juifs, combien de Français juifs feront Shabbat ce soir ? C'est bien. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que faire Shabbat ? Pour certains, ça veut dire respecter toutes les règles de la pratique. Donc couper le téléphone, ne pas travailler, ne pas utiliser l'électricité, ne pas voyager. Pour d'autres, c'est simplement un dîner de famille symbolique. Et puis pour d'autres, c'est simplement se souvenir que c'est vendredi soir et donc Shabbat. Nadine est avec nous. Bonjour Nadine, vous habitez où ? Allô ? Nadine, bonjour, vous habitez où ? Ah, pardon, excusez-moi. Alors, j'habite à Paris. Voilà. Est-ce que vous êtes de confession juive ? Alors, je suis de confession juive, mais je suis pas sûre que ce soit important. C'est important, c'est forcément important. Je me représente pas comme ça. Ouais, je me représente comme un tas de choses. Je suis pas que juive. C'est pas un métier. Voilà. J'entends bien, mais ma question n'allait pas dans ce sens-là. Mais je suis aussi une grand-mère. Je suis aussi plein de choses. Ça me fait de la peine que depuis maintenant un peu plus d'1 an, on soit réduit à cette identité. Et voilà, en tout cas, c'était pas le but de ma question, mais c'était simplement pour commencer la conversation, peut-être tout simplement parce que vous vous sentez davantage en insécurité qu'il y a 1 an. Alors, je me sens en insécurité, oui et non. Je me sens en insécurité dans ma pratique, je fais tout. Je suis libre de tout. J'exerce le métier de pharmacien. Je vis tout à fait normalement. Je suis un petit peu choquée, si vous voulez. Moi, mes parents sont issus de l'immigration. Donc, qu'on me fasse pas le coup des immigrés qu'on doit intégrer. Un immigré, ça s'intègre si ça le veut bien. J'ai pas eu le choix. Mes parents m'ont dit, t'as une terre d'accueil, tu la respectes. Tu apprends le français. J'avais pas le droit de faire une erreur en français. Je devais parler mieux que mes camarades. On est une famille de frères et de trois personnes, donc un frère et une sœur. Tout le monde est diplômé. Ma sœur travaille dans une grande représentation française. Mon frère est dentiste, je suis pharmacienne. Tous mes enfants sont diplômés. On nous a obligés à ça. On est des citoyens modèles. On paye plein d'impôts. On en est très fiers. Je sais ce que c'est que la solidarité nationale parce que je suis pharmacienne et j'exerce, je vois ce que c'est tous les jours. Ce que je vois depuis 1 an, c'est détestable. Ce que je vois depuis hier, c'est encore pire. Et j'ai l'impression que le pire n'est jamais atteint. Et ce qui me fait de la peine et ce qu'on voit pas, en ce moment, il y a le procès des agresseurs de Samuel Paty. Et on voit qu'il y a une affiliation de l'agresseur, du principal agresseur avec le Hamas. Et je voudrais une bonne fois pour toutes, on dise que le palestinisme, c'est la vitrine vertueuse de la délinquance et de l'islamisme, qu'il y a un lien très fort, que moi je suis passée plein de fois sur Europe 1, bien avant la guerre du 7 octobre, pour dénoncer la délinquance, pour dénoncer l'islamisme. Aujourd'hui, en face du plus jamais ça, on a la danse du ventre du président devant Bellatar,
et pourtant j'avais voté pour lui, je ne savais pas. On voit qu'il y a une supposée, on a une supposée solidarité musulmane, mais qui s'est jamais exprimée pour 500 000 morts chez Bachar, dont le camp de Yarmouk où il y avait des Palestiniens, nada, on n'a rien vu. La guerre civile en Algérie qui a tué je ne sais combien de musulmans, on n'a pas les chiffres, Kamel Daoud le disait ce matin, alors là, on n'a rien entendu. Le Soudan, on n'a rien entendu. Les Iraniens qui sont pendus pour rien du tout, on n'entend rien. Donc il y a une solidarité musulmane, mais elle est seulement antisémite. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a un tropisme incroyable, c'est-à-dire que c'est très facile d'aller récupérer des délinquants qui ont rien à perdre et de les comme des taureaux qu'on jetterait dans l'arène, de leur montrer le chiffon rouge, attendez, Free Palestine, mais ils en ont rien à foutre, ils savent même pas où c'est la Palestine, ils savent même pas ce que c'est, on leur donne, ils sont juste là prêts à mordre, ils sont enragés, c'est cette rage qu'on dirige, et il faut arrêter d'écouter ces abrutis d'extrême gauche, excusez-moi, mais j'avais voté à gauche quand j'étais jeune, mais là c'est un catéchisme d'extrême gauche qui est purement raciste, qui est purement antisémite, qui est purement dirigé. Les réponses, elles sont toutes faites, mais c'est une honte. Il n'y a rien à justifier. Bah écoutez, Nadine... Vous me posez la question si je suis juive, oui, mais c'est l'humain qui doit réagir. Il n'y a personne qui réagit. Si c'est pas CNews, si c'est pas Europe 1, tout le monde... Alors ça, c'est le hashtag pas de vague. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens... J'ai parlé plein de fois du hashtag pas de vague au niveau de l'éducation. Le hashtag pas de vague, c'est fermer sa bouche pour tout. Nadine. Pourquoi ? Parce qu'il y a la terreur dans les médias, il y a la terreur au niveau du gouvernement, il y a la terreur dans... toute notre presse écrite, c'est lamentable. Et cette terreur ou lâcheté. Nadine, je vous interromps parce qu'on marque une pause et Monsieur Arfi va pouvoir vous répondre sur cette lâcheté qui peut exister de certains prises de parole et sur ce qui peut se passer effectivement en France, le pourquoi de la lâcheté, parce qu'on est sur une société qui vit sur des charbons ardents. À tout de suite. Et comme Nadine, n'hésitez pas à réagir et témoigner au 01 14. Europe 1, Pascal Praud. Et on est donc toujours avec Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et puis on était avec un témoignage très puissant, très fort de Nadine, qui est pharmacienne, qui est mère, grand-mère et qui a raison de ne pas vouloir être réduite à son identité juive, mais vous disiez que vous étiez une grand-mère, Nadine. Vous avez des petits-enfants qui ont quel âge ? La plus grande a 11 ans. Alors, ces petits-enfants, donc leurs parents ont sans doute une petite trentaine d'années, sans doute. Exactement, bien vu, et tous diplômés. Et tous ne comprennent pas, si vous voulez, c'est impensable. Non mais j'entends bien, mais la question que je voulais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, les Français juifs de 11 ans doivent imaginer aller vivre ailleurs qu'en France ? Alors je pense pas qu'on ait le choix. C'est ça le drame. Si vous voulez, moi j'aime profondément mon pays parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée et que j'ai toujours cette reconnaissance de savoir que mes parents en Tunisie sont partis sans rien et qu'ici on nous a accueillis et que je dois au moins ça à la France. Et mes enfants sont pareils et mes petits-enfants sont bien dirigés pour être ils sont élevés de la même manière. Et on comprend pas. En fait, on comprend pas pourquoi on nous demanderait d'aller voir ailleurs pour laisser la place à des délinquants. Parce que ce que je vois en face, c'est des délinquants. C'est-à-dire que je fais un cours de gym, je raconte ma vie. Un jour, au Lila, il y a eu dans un lycée, un lycéen qui s'est fait poignarder. Et à mon cours de gym, on m'a dit, mais c'est normal de laisser des enfants avec des couteaux dans les cartables. Ah bon ? C'est normal ? Non, c'est pas normal. Moi, il n'y a aucun de mes enfants, aucun de mes petits-enfants qui se balade avec un couteau dans le cartable. Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et donc en fait, mais de toute façon, c'est démographique. On n'a pas le choix. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le choix. Malheureusement... ça veut dire quoi, on n'a pas le choix ? Je comprends pas. Alors, on n'a pas le choix parce qu'on est face à une démographie qui est galopante et une démographie qu'on n'arrive pas du tout à égaliser. Donc, on n'a pas le choix, mais la conclusion, c'est quoi ? La conclusion, c'est que face à la délinquance qui est en train de s'étendre et on est très, on est très passif par rapport à ça. C'est la société qui est violente. Donc ça veut dire quoi là ? On n'a pas le choix. Ça veut dire que vous voulez partir ou qu'il faut partir et c'est ça que vous dites ? Je n'ai aucune envie de partir. Oui, mais on n'a pas le choix. Que veut dire cette phrase ? On n'a pas le choix. C'est que je pense que à terme, nous les Juifs, on sera foutus dehors. Parce que pour sauver notre peau, comme ça a été le cas déjà en Allemagne, ce qui est en train de se passer, c'est rien de pire que ce qui s'est déjà passé. Bon, Nadine, merci d'abord de ce témoignage qui est très puissant, très fort, qui effectivement illustre une inquiétude. Ce que dit Nadine quand même est très, très inquiétant, très triste, et ça doit vous chagriner, bien sûr.
Mais j'imagine, monsieur Arfi, que vous voulez être optimiste. Et sans doute, les relations que vous avez, notamment avec l'État français, vous donnent peut-être des gages de confiance pour l'avenir et de sévérité, peut-être. D'abord, je voudrais réagir par rapport au témoignage de Nadine. Dire que j'entends l'amour de la France, qu'on entend énormément chez les Français juifs, qui ont tous, à leur manière, fait chaque jour le choix de la France, parce que nous savons ce que nous devons à ce pays. Nous savons qu'il est le premier à avoir émancipé les Juifs dans l'histoire en 1791, qu'il s'est divisé pour défendre un petit capitaine juif, Alfred Dreyfus, il y a 120 ans, et ainsi de suite. Nous savons aussi les heures sombres, les heures difficiles par lesquelles nous sommes passés, l'antisémitisme, Vichy, la Shoah, bien sûr, et les difficultés de la période actuelle. Et puis j'entends chez elle ces peurs qui sont aussi très largement partagées par les Français juifs et non juifs. Ce n'est pas qu'une question d'identité juive. Et j'entends aussi quand elle veut ne pas être réduite à son identité juive, quand elle s'exprime, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, beaucoup comprennent que notre société est en train de se fracturer et de s'effondrer. Et si on n'est pas capable, à un moment donné, d'avoir une conscience collective, de remettre les valeurs républicaines au centre, de manière ferme, de rappeler que l'antisémitisme n'est pas acceptable, que, au fond, les Juifs ont leur place en France, pas les antisémites, et que nous devons, sur ces sujets-là, j'allais dire, transformer complètement notre logiciel. Et ça, peu de gens en ont conscience, malheureusement. Alors, avec les pouvoirs publics, il y a des discussions sur l'antisémitisme, sur la sécurité, les choses se passent. Heureusement, le ministère de l'Intérieur est historiquement toujours engagé sur ces questions. Mais malheureusement, ça n'est pas suffisant quand on voit l'antisémitisme à l'école qui gagne. J'ai des élèves de CE1 qui nous ont contactés parce qu'ils sont victimes d'antisémitisme. Des élèves de CE1. La réponse d'Israël à Gaza a une année désormais. Quel est votre sentiment sur cette réponse de Benjamin Netanyahou et que doit-il faire, selon vous, aujourd'hui ? Bon, je me garderai bien de donner des conseils au Premier ministre de l'État d'Israël. C'est une prérogative qui appartient d'abord aux Israéliens et c'est à eux de déterminer la réponse qui doit être apportée. D'ailleurs, ça n'est pas la réponse de Netanyahou au 7 octobre, c'est la réponse de l'État d'Israël, d'une démocratie avec ses décisions et ses modes de régulation collectifs. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui se passe là-bas nous concerne, nous qui vivons dans des démocraties en Europe. La manière dont une démocratie gère les guerres qui lui sont déclarées, gère le terrorisme, gère la question d'otages très nombreux, comme c'est le cas aujourd'hui à Gaza, eh bien, c'est quelque chose qui aura des conséquences pour nous dans les guerres futures que nous devrons mener. Je rappelle que la France est un pays qui, peut-être plus qu'un autre, doit pouvoir comprendre ce qui se passe en Israël. On a été victime en France d'une vague terroriste massive, les attentats du 13 novembre, évidemment, le Bataclan rappelle les images de Nova. Quelle est, selon vous, la meilleure solution aujourd'hui, militaire et politique ? Je ne suis pas expert militaire, il ne m'appartient pas, là, pour le coup, de le dire. Mais idéalement, quelle est, selon vous, la meilleure solution politique ? Non, mais la solution, pour moi, elle est simple. Ce serait que le Hamas dépose les armes et libère les otages. C'est simple, parce que ce serait l'aveu de leur défaite et libérer les otages permettrait de mettre un terme immédiatement à ce conflit. Ça a été dit 100 fois. Et après, bien sûr qu'on veut tous qu'il y ait une paix rapidement au Proche-Orient, le plus rapidement possible, qui respecte la souveraineté de chacun, qui fasse que chacun puisse vivre en sécurité, évidemment. Vous savez, avec un État créé ? Il y aura une forme de souveraineté palestinienne à terme, j'imagine. C'est de toute façon, quelque part, le sens de l'histoire, on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande des peuples au Proche-Orient de manière générale, quand on voit ce qui s'est passé avec les accords d'Abraham aux Émirats Arabes Unis, quand on voit les évolutions, y compris au sein de la société saoudienne, pour une normalisation avec Israël, il y a aussi des raisons d'espérer une bascule. Aujourd'hui, il faut d'abord vaincre le terrorisme, vaincre l'Iran, parce que le cœur du réacteur, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots avec le nucléaire iranien, le cœur du réacteur, c'est aujourd'hui Téhéran et l'Iran. On va arriver au flash de 12h et ça fait 1 heure que vous êtes avec nous, Monsieur Arfi. Les Français ont appris à vous connaître. C'est vrai que vous passez beaucoup de temps au CRIF. Votre entreprise, vous la laissez sans doute de côté et à titre personnel, cet engagement est très important puisqu'il représente, je crois, 80% de votre temps, alors que c'est évidemment une fonction qui est toujours bénévole. Est-ce que vous imaginez rester à la tête du CRIF longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait simplement dans un moment, une séquence de sa vie ?
D'abord, c'est encadré. On a des démocraties internes au CRIF qui fonctionnent bien. Il y a des élections. Mon mandat se termine au mois de juin prochain, puis on verra bien pour la suite. Vous avez envie de le prolonger ? On verra le moment venu. Voilà, c'est pas le sujet du moment de toute façon. Mais au CRIF, ce qui est important, c'est que c'est une démocratie représentative. Je veux saluer ce qu'a été l'engagement de tous mes prédécesseurs depuis 80 ans. Le CRIF a 80 ans, créé dans la résistance, dans la clandestinité. Et c'est important parce qu'on cultive ce dialogue entre l'identité juive et l'identité républicaine. C'est ça la raison d'être du CRIF, pour expliquer aux Français qui nous sommes. Je vous remercie grandement parce que merci pour votre engagement, merci pour votre clarté également, merci pour vos mots. Et c'est vrai que l'intégration ou l'assimilation, je ne sais pas le mot employé, des Français juifs est exemplaire parce que c'est à la fois des Français juifs qui ne sont, on peut pas être plus français qu'un Français juif, et en même temps, c'est ça qui est formidable, il y a une identité qui est préservée, il y a une histoire qui est préservée, et on sait combien elle a été douloureuse. Donc c'est ce mélange qui fait qu'il n'y a aucun souci ou d'intégration ou d'assimilation, je ne sais pas là encore le mot que je dois utiliser. Et c'est le modèle français, Exactement. Qui a perduré pendant tant d'années. Je pourrais parler de la communauté arménienne qui est également sur cette ligne-là et qui vit parfaitement bien. Mais il y a aussi des musulmans français qui sont sur ce modèle-là, et il faut le saluer. Il faut pas qu'on soit caricatural parce que raison, il y en a, bien sûr. Et ce modèle, j'y crois, c'est un modèle d'avenir. Défendons-le. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Comment être assimilé tout en gardant son identité. C'est ce que nous pouvons souhaiter à notre beau pays. Il est 11h56, je remercie grandement Monsieur Arfi. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de Notre-Dame notamment, avec ses cloches et puis des concerts de Sylvie Vartan, les derniers concerts de Sylvie Vartan, pour donner un peu plus de légèreté à ce vendredi. Exactement, les concerts de Sylvie Vartan, c'est ce soir, demain et dimanche. Oui, Sylvie Vartan tire sa révérence sur scène avec 3 concerts exceptionnels au Dôme de Paris. Allez-vous justement assister à ces concerts que vous évoque Sylvie Vartan? Êtes-vous nostalgique, grand fan de Sylvie Vartan? Appelez-nous dès maintenant au 01 80 20 39 21.